Un soir d'octobre 2016, un agriculteur de l'Arkansas, assis dans son pick-up près de son champ, commençait à perdre patience. Soudain, une autre voiture s'est arrêtée à côté de lui, alors l'agriculteur est descendu. Quelques secondes plus tard, il a été assassiné. Le nom de l'agriculteur était Mike Wallace. Il n'a pas été tué pour l'argent ou la terre. Il a été tué à cause d'un herbicide. Produit chimique pour éliminer les mauvaises herbes. Cet herbicide a semé la peur dans l'Amérique rurale, montant les agriculteurs les uns contre les autres, tout cela parce qu'il appartenait à une certaine entreprise. Les politiques de cette entreprise montaient, les agriculteurs les uns contre les autres, et ils pouvaient simplement envoyer des hommes de main frapper à votre porte. Avoir de mauvaises graines dans votre champ suffisait pour qu'on vous poursuive et vous ruine. En effet, ils avaient un monopole sur les terres agricoles. Ils possédaient plus de 80% des semences plantées aux États-Unis. Ils ont utilisé la justice pour obtenir ce monopole. En collusion avec des responsables corrompus de l'Agence de protection de l'environnement, Ils ont falsifié des preuves scientifiques. Il semble avoir été pris la main dans le sac. Mais leurs produits chimiques ont nui à la santé de communautés dans le monde entier. Ceci est une vidéo sur Monsanto, l'une des plus grandes entreprises agricoles au monde. Notre enquête utilise des documents publics, des enregistrements et des avis de tiers avec sources précisées en description. En 1942, le chimiste Franklin D. Jones s'est fait un ennemi inhabituel. Le sumac vénéneux. Ses enfants ont réagi très violemment à la plante. Ils avaient eu de fortes éruptions cutanées et des gonflements quand ils frôlaient le sumac. Donc Jones voulait trouver un moyen de la tuer. Il a fait des expériences en pulvérisant du sumac avec des hormones, des substances chimiques qui peuvent réguler les fonctions de la plante de la même manière qu'elles le font chez les humains et les animaux. Il espérait que l'une de ces hormones provoquerait sa mort. Malheureusement, beaucoup n'avaient aucun effet et d'autres ne faisaient que favoriser la croissance du sumac. Mais un jour, Jones vit que certains échantillons prenaient des couleurs d'automne bien plus tôt que prévu. Il observa les teintes vives se transformer en formes tordues, puis en quelques jours, ces plantes se flétrirent et moururent. Jones vérifia le produit chimique avec lequel il les avait pulvérisés et, à sa grande surprise, il s'agissait d'une hormone de croissance appelée 2,4-D. C'est un acide avec un anneau de 6 atomes de carbone et d'hydrogène appelé cycle benzénique et une chaîne acide. Il y a aussi 2 atomes de chlore aux positions 2 et 4 de l'anneau, ce qui explique pourquoi on l'appelle 2,4-D. Pour simplifier, inutile de dessiner tous les carbones et hydrogènes, mais souvenez-vous qu'ils restent présents. Jones s'est rendu compte que cette hormone synthétique était incroyablement puissante. De très faibles doses stimulaient la croissance du lierre. Mais en pulvérisant une grande quantité, le 2,4-D causait une croissance si incontrôlable que le sumac vénéneux mourait. Donc il avait en fait un cancer végétal en bouteille. Je pensais dire cancer végétal. N'est-ce pas? Ouais, c'est exactement là où mon cerveau est allé. Encore plus remarquable, cela ne visait que le lierre. L'herbe semblait peu affectée, comme si elle résistait au 2,4-D. Alors, au cours des 2 années suivantes, Jones a réalisé plus d'une centaine d'expériences différentes en versant l'herbicide sur de nombreuses espèces de plantes. Il a découvert que le 2,4-D était très sélectif. Il tuait les mauvaises herbes à larges feuilles, comme les pissenlits, le mouron blanc et le sumac vénéneux, mais il ignorait pratiquement les cultures. Le blé, le maïs et l'orge étaient largement épargnés par le 2,4-D car ce sont des graminées. Pour améliorer encore cette sélectivité, Jones a également testé des produits chimiques similaires au 2,4-D. Il a constaté qu'en ajoutant un atome de chlore à l'anneau benzénique pour obtenir le 2,4,5-T, les graminées étaient encore moins touchées. Il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme. Avant, les agriculteurs n'avaient dit que 2 méthodes pour éliminer les mauvaises herbes. Vous les pulvérisez avec des produits toxiques comme l'arsenic ou vous arrachez les mauvaises herbes à la main. Quoi qu'il arrive, vous perdez. Mais avec le 2,4-D et le 2,4,5-T, vous pouviez traiter tout le champ et seules les mauvaises herbes mouraient. Jones découvrit par hasard les premiers herbicides sélectifs viables et les breveta rapidement en 1945 à la fin de la guerre. Après la victoire alliée, la levée du secret sur les brevets révéla que d'autres scientifiques aux États-Unis et au Royaume-Uni avaient découvert ces herbicides indépendamment.
Le monde a rapidement profité de désherbants par miracle modernes tels que Weedon, Weedabomb et Endoweed, tous à base d'herbicides 2,4D et 2,4,5T. Cet homme est prêt à éliminer les mauvaises herbes de la façon la plus simple. Ces produits chimiques remplacent littéralement la houe et tout des champs agricoles aux voies ferrées et aux trottoirs. Ce sont eux qui nous ont donné cette pelouse américaine verte uniquement de l'herbe. Avec ces herbicides, papa n'avait plus d'excuses pour une pelouse envahie de mauvaises herbes. À la fin des années 1940, le secteur des herbicides valait environ 10 millions de dollars et attirait de nombreuses entreprises, dont l'une des plus grandes sociétés chimiques de l'époque. Monsanto? Une des principales usines d'herbicides de Monsanto à Nitro, Virginie-Occidentale, produisait près d'une tonne de 2,4,5T par jour. En 1949, les affaires de Monsanto étaient en plein essor quand, tout à coup, l'usine a explosé. Plus de 100 ouvriers sont sortis pour observer un nuage sombre s'élever à 40 mètres de l'usine. Ils ont regardé une poudre noire et nauséabonde commencer à tomber sur leur visage comme de la pluie. En quelques heures, beaucoup sont tombés malades. D'abord, ils ont eu des maux de tête et des nausées, mais ensuite leur peau a commencé à se couvrir de bosses, de pustules et d'acné. Les lésions au visage de certains ouvriers étaient si graves que les médecins de Monsanto ont dû retirer des couches de peau pour les soigner. Les médecins ont observé qu'une forte odeur se dégage lorsque ces hommes sont réunis dans une pièce fermée. Ils ont écrit « Nous pensons que ces hommes excrètent un produit chimique étranger par leur peau ». Ni les médecins ni Monsanto ne connaissaient la nature du produit chimique, car le 2,4,5T et le 2,4D étaient tous deux présentés comme très sûrs. Voyez-vous, lors de l'introduction des herbicides, Jones, l'inventeur, faisait remarquer que des personnes en buvaient ou s'en aspergeaient accidentellement sans subir d'effets néfastes sur la santé. Ils allaient bien. Et l'un des médecins, après lui, a fait remarquer que, personnellement, il avait pris un demi-gramme de pur 2,4D par jour pendant 3 semaines. À vous de juger. Dans les années 40, les gens étaient un peu fous, mais cela semblait sûr. De retour à Nitro, Monsanto a examiné tous les autres ingrédients servant à fabriquer le 2,4,5T sans comprendre la cause des éruptions cutanées chez leurs ouvriers. C'est là que leurs recherches semblent s'être arrêtées. Faute de coupables identifiés, les conditions à l'usine ont peu changé, Monsanto offrant seulement un choix à ses ouvriers. Soit vous continuez à travailler avec le 2,4,5T, soit vous pouvez prendre la porte. Pour beaucoup, ce n'était pas vraiment un choix puisqu'il n'y avait pratiquement pas d'autres emplois en ville. La plupart des ouvriers sont restés exposés à quelque chose dans l'usine qui les a empoisonnés durablement. Ce n'est qu'en 1957, 8 ans après l'explosion, qu'un dermatologue allemand, Karl Schulz, s'est retrouvé à traiter des patients présentant des lésions et de l'acné similaires. Il n'était pas surpris car de nombreux patients travaillaient dans des usines de 2,4,5T près de Hambourg. Mais quand Schulz testait ces ingrédients sur les oreilles de lapin au laboratoire, il n'obtenait aucune réaction. Et cela le rendait perplexe. Comment ces ingrédients ne provoquent-ils rien dans ses propres tests, mais causent-ils en même temps ces douloureux troubles cutanés dans les usines de 2,4,5T ? Pour produire du 2,4,5T, on part du tétrachlorobenzène, un cycle benzénique avec 4 atomes de chlore. Ces atomes de chlore, très électronégatifs, cherchent à capter les électrons des atomes voisins. Heureusement pour eux, les 6 carbones du cycle benzénique partagent tous leurs électrons dans ces nuages flous en forme de beignet autour de l'anneau. Ce cercle du schéma le représente. Les atomes de chlore attirent ce nuage d'électrons, le rapprochant d'eux-mêmes. Ainsi, les carbones du cycle benzénique sont légèrement positifs et les chlores légèrement négatifs. Si vous chauffez le tétrachlorobenzène avec de l'hydroxyde de sodium, un ion hydroxyde cherchera à se lier à un carbone légèrement positif du cycle benzénique. Et pour cela, il expulse l'atome de chlore et prend sa place. Cela crée le trichlorophénol, ou trichlorophénol, un ingrédient clé dans la fabrication de l'herbicide. Si vous maintenez la réaction à 170 degrés Celsius, vous pouvez ajouter des produits chimiques pour transformer la queue d'oxygène en acide, obtenant ainsi le 2,4,5T. Sur le papier, c'est tout. Même en respectant ces étapes et en contrôlant les conditions, aucun ingrédient n'explique les terribles éruptions cutanées des ouvriers du Nitro. Mais Schulz n'en était pas satisfait.
Peut-être que les conditions ne sont pas parfaites. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ce procédé, une réaction secrète qui contamine toute la chaîne d'approvisionnement chimique. Idéalement, le procédé industriel de transformation du tétrachlorobenzène en 2,4,5-T devrait se faire à 170 degrés Celsius. Mais si la température augmente, même de quelques degrés, il y a soudainement assez d'énergie dans le système pour que deux molécules de trichlorophénol fusionnent ensemble. Cela crée une molécule communément appelée dioxine. Elle ne se forme qu'en quantité infime, donc on pourrait s'attendre à obtenir environ 1 ou 2 molécules de dioxine pour 100 000 molécules de 2,4,5-T. Cela paraissait trop insignifiant pour gêner. Néanmoins, Schultz décida de le tester. Il prit un peu de trichlorophénol cette fois, contaminé par des traces de dioxine, et s'en frotta la peau. Et il a eu la même acné que les ouvriers de l'usine de nitro. Une fois que Schultz a compris la menace, il a immédiatement contacté tous les grands producteurs de produits chimiques en Allemagne. L'une de ces entreprises allemandes a même écrit à Monsanto et à Dow, l'autre grand producteur d'herbicides aux États-Unis, pour les avertir que l'acné est causée par la pollution des sous-produits, notamment la dioxine. Ils ont même indiqué précisément à quel moment du processus la contamination se produisait et ce qu'il fallait faire pour l'éviter. Pourtant, Monsanto a nié avoir jamais reçu ces lettres, et Dow a déclaré qu'il les avait égarés d'une manière ou d'une autre. Il était clair pour les deux entreprises que la production du 2,4,5-T empoisonnait leurs ouvriers. Mais Monsanto n'a pas averti le public du danger, peut-être parce que les herbicides allaient leur rapporter beaucoup d'argent. En 1961, le président sud-vietnamien était en guerre contre le nouveau Viet Cong. Cette guérilla voulait renverser le régime et unir le Vietnam sous un régime communiste. Le Viet Cong dominait la jungle, posait des pièges mortels et attaquait ses ennemis en embuscade via des tunnels souterrains. Le Sud-Vietnam était en train de perdre la guerre, alors le président devait faire un choix, accepter la défaite dans la jungle ou la détruire. Il a tendu la main à ses alliés, les États-Unis, et leur a demandé de l'aide. Et bientôt, ils sont arrivés en volant avec des milliers de barils d'herbicides. C'était le début de l'opération Ranch Hunt. L'agent orange, mélange de 2,4-D et 2,4,5-T, était l'herbicide privilégié aux États-Unis, fourni par les principaux fabricants chimiques américains. Le principal fournisseur en volume était Monsanto. L'agent orange a ravagé le Sud-Vietnam, détruisant 20% des jungles. Et des civils ainsi que des soldats des deux camps ont aussi été aspergés, principalement par accident. Le gouvernement a assuré que ce n'était pas toxique pour l'homme, les animaux ou l'eau, mais Monsanto et Dow savaient le contraire. Pendant l'opération Ranch Hand, ils échangeaient secrètement des infos sur leurs herbicides. Dans une lettre, Dow a admis que la dioxine, contaminant le 2,4,5-T depuis des années, était le composé le plus toxique rencontré, et que même des traces causaient une acné incapacitante. En 1965, il était évident que les deux entreprises comprenaient quelle sorte de menace représentait la dioxine. Pourtant, aucune preuve n'indique que Monsanto ou Dow n'aient jamais informé le gouvernement américain du danger. En fait, le vice-président de Dow aurait déclaré « Si le gouvernement l'apprend, toute l'industrie en souffrira ». En conséquence, les États-Unis ont pulvérisé le Sud-Vietnam avec 72 millions de litres d'agent orange, dont seulement 80 litres de dioxine. Et même si cela ne semble pas beaucoup, les dégâts étaient irréparables. Les civils et les soldats des deux camps ont souffert de maladies de la peau et de cancer. Des enfants sont nés avec des handicaps physiques et mentaux. Selon certaines estimations, jusqu'à 3 millions de personnes ont souffert des effets de l'agent orange. Cela a choqué le public. En 1967, 5000 scientifiques ont signé une pétition adressée au président pour condamner l'usage des herbicides. Et Monsanto était également sous surveillance, car les régulateurs commençaient à s'intéresser à la dioxine contenue dans le 2,4,5-T. L'herbicide allait être progressivement retiré du marché, ce qui compromettait leurs bénéfices. Monsanto avait besoin d'un miracle, et vite. Il voulait remplacer le 2,4,5-T par un herbicide plus sûr. Après 9 ans de recherche, il n'avançait toujours pas. Tous les scientifiques du département agricole appelaient cette nouvelle initiative une zone morte.
L'un des derniers scientifiques du projet, John et Franz, s'apprêtaient à abandonner début 1970. Mais avant d'abandonner le projet, Franz décida de réaliser une dernière série d'expériences. Alors il imagina 19 acides possibles qui pourraient peut-être fonctionner comme herbicides et décida de les tester. Il prépara le premier herbicide. Rien ne se passa, la plante resta intacte et l'herbicide fut inefficace. Il testa alors le second herbicide. Et il l'appliqua sur une plante. C'était 10 fois plus puissant que n'importe quel herbicide que l'équipe avait jamais vu, et soi-disant, cela rendait les plantes super. Ça rendait les plantes vraiment affreuses. Oh, c'était dégoûtant. Ce composé miracle, le glyphosate, possède un groupe acide phosphonique à une extrémité, un groupe carboxyle à l'autre et un groupe azote, hydrogène ou amino entre les deux. Pour vérifier la viabilité commerciale, Franz et ses collègues ont testé ces champs extérieurs. Un des scientifiques, en retournant sur ces sites d'essai, a observé les résultats depuis l'avion. C'était clair comme de l'eau de roche. Il ne put qu'écrire « Eureka » sur le rapport. C'était le meilleur herbicide qu'ils avaient vu. Alors, qu'est-ce qui le rendait si efficace pour tuer les plantes? Eh bien, pour survivre, les plantes utilisent une voie chimique, une série de réactions pour créer 3 acides aminés importants, des acides sans lesquels elles meurent. Ce processus est connu sous le nom de voie du shikimate, car il commence avec l'acide shikimique, nommé d'après la fleur japonaise shikimi. Lors d'une étape, 2 acides, S3P et phosphoénolpyruvate, doivent devenir un troisième composé, mais cela n'est possible qu'avec l'enzyme 5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase qui catalyse la réaction et aide à leur combinaison. Cependant, en présence de glyphosate durant cette réaction, il imitera le phosphoénolpyruvate en raison de leur géométrie similaire. Et à cause de cela, le glyphosate se lie en fait en premier à 5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase, l'empêchant d'agir comme catalyseur. Maintenant, les acides ne peuvent plus se transformer et toute la voie du shikimate est détruite. Sinon, pas d'acides aminés, la plante meurt. Fait crucial, la voie du shikimate est propre aux plantes et à des organismes comme les bactéries et les champignons. Les humains et animaux ne l'ont pas. Nous devons manger des aliments contenant ces 3 acides aminés. Mais pour Monsanto, c'était une bonne nouvelle, car il pouvait se dire que le glyphosate cible une enzyme présente chez les plantes, mais pas chez les humains ou les animaux de compagnie. Après des années de produits toxiques, Monsanto avait enfin un produit qu'il considérait sans danger. Des études montraient qu'après pulvérisation de glyphosate, les micro-organismes du sol le décomposent en sous-produits inoffensifs. Il était biodégradable, le glyphosate était idéal et ils l'ont donc rapidement commercialisé. En 1974, Monsanto lançait un nouvel herbicide à succès. Roundup. Roundup est le meilleur. Il traverse la plante pour la tuer. Les parties aériennes et les rhizomes. Mes racines me font très mal. Hank! Hank! Roundup. Sans racines, pas de mauvaises herbes ni problème. Les agriculteurs l'ont préféré car, contrairement au 2,4-D, le glyphosate éliminait toutes les mauvaises herbes, y compris les graminées. Ils ont ainsi pratiqué l'agriculture sans labour. D'habitude, pour éliminer les mauvaises herbes, il fallait labourer le champ avant de planter. Cela abîmait le sol et demandait beaucoup de travail. Avec Roundup, vous pulvérisez tout le champ, tout meurt, puis vous plantez dans les résidus. C'était plus simple, plus rapide et moins coûteux. Le Roundup était présenté comme aussi sûr que le sel de table, voire potable. Le Roundup peut être utilisé là où les enfants et les animaux domestiques vont jouer et il se décompose en matériaux naturels. À la fin des années 80, Monsanto vendait 7 millions de livres de Roundup et gagnait $1 milliard chaque année. Il ne voulait partager aucun centime avec personne. Voyez-vous, avec d'autres herbicides, comme par exemple l'alachlore, qui était assez populaire à l'époque, on peut modifier un peu la molécule ici ou là, et on obtient quand même un désherbant très puissant. Si vous brevetiez un herbicide spécifique, vos concurrents pouvaient utiliser de nombreux dérivés similaires tout aussi efficaces sans violer votre brevet. Mais le glyphosate était différent. Si vous modifiez la molécule de quelque manière que ce soit, ses propriétés herbicides disparaissaient complètement. Ainsi, Monsanto pouvait dormir tranquille, sachant qu'ils seraient les seuls à le vendre jusqu'en 2000. Le glyphosate posait un problème. Contrairement au 2,4-D qui ne ciblait que les mauvaises herbes à larges feuilles, le Roundup élimine toutes les plantes. J'ai utilisé ce produit sur mes plantes d'intérieur et voici le résultat.
Si c'est vert, le Roundup le tuera probablement. C'était un problème car les agriculteurs ne pouvaient pulvériser du Roundup que 2 fois, avant de planter ou après la récolte. Pour Monsanto, ce n'était pas un souci. Ils ont pensé qu'en rendant des cultures comme le soja ou le maïs résistantes au Roundup, les agriculteurs pourraient en pulvériser toute l'année pour éliminer les mauvaises herbes sans nuire aux cultures. Des cultures à vendre par Monsanto. Ainsi, ils détiendraient un monopole complet sur l'herbicide et les semences. L'idée de Monsanto était la suivante. Si le glyphosate bloque l'enzyme 5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase, il pourrait modifier l'acide désoxyribonucléique pour que la plante produise plus de 5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase. Avec assez d'enzymes, le glyphosate ne bloque pas tout et la plante survit. Ils ont tenté sur des pétunias sans succès. Les fleurs résistaient à un peu de Roundup, mais une dose normale les tuait. Monsanto était perplexe et ne pouvait pas se reposer, car pendant que le glyphosate et le Roundup étaient de sous-brevet, une semence résistante au Roundup existait. Ne l'était pas, et leurs concurrents le savaient. En 1985, Calgen a publié dans Nature avoir rendu le tabac un peu résistant au glyphosate. L'article montrait des résultats prometteurs, mais plus important encore, il a clairement indiqué à Monsanto qu'il manquait de temps. Les chercheurs, désespérés, surnomment cette course au brevet Project Manhattan. Un des ingénieurs a alors eu une idée de génie. Monsanto possédait de nombreuses usines où ils transformaient le phosphate en glyphosate. Et ils avaient beaucoup de boue qui s'échappait de ces usines. S'il y avait quelque chose de vivant autour de ces usines ou dans ces boues, il avait probablement résisté au glyphosate. Alors les chercheurs sont allés dans l'une de ces usines, ont prélevé un échantillon et y ont trouvé une souche de salmonelle. Cela les a surpris, car la salmonelle dépend normalement de la voie du shikimate. Mais là, elle prospérait dans le glyphosate. Les scientifiques de Monsanto ont découvert que la salmonelle avait modifié l'enzyme 5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase, empêchant le glyphosate de bloquer la voie du shikimate. Les scientifiques ont chargé cet acide désoxyribonucléique de salmonelle sur un canon à gènes. Pas celui-ci, mais c'est en fait étonnamment similaire. Ils ont mis des fragments d'acide désoxyribonucléique de salmonelle sur des particules d'or microscopiques dans le canon à gènes, puis les ont propulsés dans le tissu végétal à 1400 km/h. Des particules d'or bombardaient les cellules végétales, certaines atteignant le noyau. Ici, l'acide désoxyribonucléique se détache de l'or et s'intègre dans les chromosomes de la plante. Désormais, chaque fois que cette cellule se divise, elle recopie le nouveau gène 5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase. Les scientifiques de Monsanto ont planté ces graines modifiées et les ont pulvérisées de Roundup. Mais rien ne s'est passé. Le soja était résistant. Monsanto s'est assuré d'agir rapidement. Peu de temps après, ils ont trouvé des bactéries encore plus puissantes et ils ont pu rendre d'autres espèces de cultures immunisées aussi. En 1998, ils détenaient des brevets sur le colza, le maïs et le coton, tolérant le glyphosate. Ils ont nommé cette gamme de semences « organismes génétiquement modifiés Roundup Ready ». Les semences Roundup Ready ont rapidement conquis le marché. En 2001, plus de 70% du soja cultivé aux États-Unis appartenait à Monsanto et Roundup leur rapportait plus de 2,5 milliards de dollars par an. C'était le produit agricole le plus vendu de tous les temps. Et chaque agriculteur pouvait participer à cette révolution Roundup et Roundup Ready simplement en signant l'accord d'utilisation de la technologie de Monsanto. J'ai ici un de ces accords datant de 2011 et je voulais simplement lire quelques conditions. Donc l'agriculteur qui accepte et souhaite utiliser ces semences s'engage à ne pas conserver ni nettoyer aucune récolte produite à partir de ces semences pour la replantation et il s'engage également à ne pas fournir les semences pour les produites à partir de ces semences à quiconque pour la replantation. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas conserver les semences que vous avez achetées l'année dernière pour les planter cette année et vous ne pouvez pas non plus partager ou vendre vos semences à qui que ce soit. En voici un autre. L'agriculteur accepte d'identifier et d'autoriser Monsanto et ses représentants à accéder aux terres cultivées par le producteur ou l'agriculteur, et cela permet à Monsanto d'examiner et de prélever des échantillons des cultures, des résidus de culture ou des graines qui s'y trouvent. Et voici un dernier exemple. Le producteur accepte les conditions de l'exigence de notification suivante. En signant cet accord ou en ouvrant un sac de semences, vous acceptez ces conditions. Même simplement en ouvrant un sac de semences,
Si vous pensiez que ce contrat était fou, vous devriez voir ce à quoi nous consentons aujourd'hui en ligne. Chez les conditions générales d'un réseau social. Voici ce qui est écrit. Nous pouvons collecter des identifiants biométriques et déduire des attributs comme la tranche d'âge et le genre dont ils peuvent scanner votre visage et vendre ces données à des annonceurs. Et rien que ces derniers mois, des entreprises ont fait des mises à jour agressives de leurs conditions générales pour essayer d'obtenir plus de vos données qu'elles peuvent utiliser pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle ou simplement les vendre à des courtiers en données. Et cela ne signifie pas seulement des publicités agaçantes, des spams par email ou des appels téléphoniques. Les forces de l'ordre peuvent acheter vos données et des personnes ordinaires peuvent aussi les acheter. Même des choses comme l'historique de votre localisation et tout cela sont parfaitement légales. Mais heureusement, vous pouvez prendre des mesures pour l'empêcher avec l'aide du sponsor d'aujourd'hui, Inconi. Vous voyez, j'ai commencé à utiliser Inconi en juin. Vous voyez, ils ont déjà contacté 46 courtiers en données pour supprimer mes informations personnelles. 42 demandes ont abouti et je reçois moins de courriels indésirables. Nouveau, forfait illimité avec suppression personnalisée. Si vous trouvez un site web affichant vos données alors qu'il ne devrait pas, vous pouvez demander à un expert d'Inconi de les supprimer pour vous. Ils proposent aussi un forfait familial, couvrant jusqu'à 5 membres si vous souhaitez cette protection pour d'autres. Testez-le sur inconi.com/Veritasium avec le code Veritasium pour 60% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser ce code QR, c'est inconi.com/Veritasium, ou vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description. Merci à Inconi pour le sponsoring de cette partie. Revenons maintenant aux agriculteurs et aux conditions qu'ils ont acceptées. Les agriculteurs ne pouvaient-ils pas simplement choisir de ne pas utiliser les semences et l'herbicide de Monsanto? Le problème, c'est que si vous avez des semences Roundup Ready et que vous les pulvérisez avec du Roundup, tout ira bien pour vous. Mais si votre voisin n'a pas de semences Roundup Ready et que votre herbicide dérive de son côté, cela va tuer ces plantes. Les voisins étaient donc inquiets, pensant que leur culture allait être perdue, alors ils ont aussi acheté des semences Roundup Ready. Et très vite, Monsanto a contrôlé tout le marché. Le contrôle ne s'est pas arrêté là. Un producteur de semences de l'Ohio se souvient que les commerciaux de Monsanto disaient aux gens de signer ou qu'ils feraient faillite sous 2 ans. Monsanto allait dominer toute l'industrie des semences et personne ne pouvait rien y faire. Des centaines de milliers d'agriculteurs ont signé le contrat, mais ce n'était pas une bonne affaire. Fin juillet 2004, l'agriculteur d'Indiana Dave Runyon se reposait chez lui quand 2 hommes ont frappé à sa porte. Ils m'ont laissé croire qu'ils faisaient une enquête pour un magazine. Ils voulaient connaître les cultures que je plantais. Ils voulaient savoir quel type d'herbicide j'utilisais, quelles semences j'achetais et utilisais. Runyon peu intéressé a fermé la porte en entendant l'un des hommes dire « Je pense qu'il est coupable ». Runyon ignorait leur intention, mais quelques mois plus tard, Monsanto lui a envoyé une lettre lui donnant 7 jours pour remettre tous ses dossiers commerciaux. Il était choqué car Runyon, l'un des rares agriculteurs sans contrat avec Monsanto, était pourtant menacé de poursuites pour violation de brevets. Apparemment, quelqu'un avait informé Monsanto que Runyon replantait illégalement leurs semences. Des agriculteurs partout au pays recevaient de telles lettres. Honnêtement, il est difficile de surestimer combien Monsanto a voulu contrôler les agriculteurs. Ils envoyaient des détectives de privés et d'anciens policiers inspecter des fermes partout aux États-Unis, brandissant les termes et conditions du contrat sous le nez des agriculteurs pour pouvoir entrer sur leurs propriétés. Ils recrutaient des pilotes d'avions et d'hélicoptères pour survoler les terres agricoles à la recherche d'infractions. Les procès, les menaces, comment les gens pouvaient-ils leur tenir tête? Et ils avaient même une ligne directe, le 0800 ROUNDUP, que les agriculteurs pouvaient appeler pour dénoncer leurs voisins. Elle existe toujours. Le 0800 ROUNDUP. Tu les appelles maintenant? Je pense que j'ai bien compris. Pour signaler une mauvaise utilisation des semences ou un problème de conformité, appuyez sur le 3. Ce numéro de téléphone existait à l'époque dont nous parlons, où les gens pouvaient dénoncer, vous savez, leurs voisins. Runyon le dit lui-même, la méfiance règne dans les campagnes. On ignore qui pourrait vous dénoncer. On pourrait volontairement semer des graines interdites sur le terrain de quelqu'un pour le nuire. En 2010, Monsanto a répondu aux préoccupations des agriculteurs et publié une déclaration sur ses brevets.
Ils ont affirmé leur engagement envers la transparence et l'éthique, se présentant avec une pièce d'identité visible et n'appliquant pas leur brevet si seules des traces de leurs semences sont trouvées dans le champ d'un agriculteur. Bien que Monsanto ait finalement laissé Réunion tranquille en 2013, ils ont poursuivi plus de 400 agriculteurs, récoltant plus de 20 millions de dollars. Beaucoup ont fait faillite et d'innombrables autres ont conclu un accord avec Monsanto, bien qu'innocents, car ils ne pouvaient pas risquer les frais juridiques. Vous savez, ils influençaient en fait les stations de radio à un moment donné. Et les stations de radio annonçaient publiquement à l'antenne le nom des personnes qui conservaient des semences Roundup. On dirait le scénario d'un super vilain. Vraiment. Oui, eh bien, les gens ont même commencé à les appeler Monsanto, donc. Cette peur a dressé les voisins les uns contre les autres, surtout là où des agriculteurs refusaient le système d'herbicides de Monsanto. Un de ces agriculteurs était Mike Wallace. Voyez-vous, Mike avait ici un champ de soja qui n'était pas résistant à l'herbicide de Monsanto. Mais son voisin, qui cultivait aussi du soja, utilisait le système de Monsanto. Précision, cet herbicide n'était pas le glyphosate, mais le dicamba, un autre produit de Monsanto, toujours lié au système Roundup et Roundup Ready. Un jour, Mike a remarqué qu'une partie de son soja mourait et il a soupçonné que c'était l'herbicide de la ferme voisine qui dérivait et tuait son soja. Et il a pu s'en rendre compte parce que les mauvaises herbes sous le soja du voisin mouraient, apparemment à cause de l'herbicide. Et il pensait que cela lui avait causé environ 100 000 $ de dommages, mais le voisin niait que ce soit de sa faute. Maintenant, les tensions entre les deux fermes augmentaient, alors Mike voulait discuter avec l'un des ouvriers de la ferme pour parler de la situation. Ils se sont rencontrés sur un chemin de campagne près des deux fermes, et ce qui s'est passé ensuite n'est pas vraiment clair. Les choses ont rapidement dégénéré. Mike a attrapé le bras de l'ouvrier qui s'est dégagé et a vidé son chargeur sur Wallace. Des tragédies similaires survenaient partout dans le monde. Monsanto a infiltré les communautés agricoles en Inde, Argentine, Canada, Brésil et Vietnam. Dans les années 2010, ils étaient un monopole intouchable. Puis, sans prévenir, le 20 mars 2015, un panel scientifique indépendant appelé le Centre international de recherche sur le cancer, ou Centre international de recherche sur le cancer, a publié ceci. Un article affirmant que le glyphosate est probablement cancérogène pour l'homme. L'herbicide le plus populaire au monde pourrait provoquer le cancer. La classification du glyphosate par le Centre international de recherche sur le cancer comme cancérogène probable. Des dommages aux chromosomes et à l'acide désoxyribonucléique dans les cellules humaines. Cela a été un choc pour tout le monde, surtout pour Monsanto. Ils ne comprennent pas comment le Centre international de recherche sur le cancer a pu conclure cela. Voyez-vous, d'autres grandes organisations de santé, comme l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'Agence de protection de l'environnement, et même l'Organisation mondiale de la santé, qui est en fait l'organisation mère du Centre international de recherche sur le cancer, ont toutes deux affirmé que le glyphosate ne présentait aucun risque cancérogène pour les humains et les animaux. Je pense que la classification du Centre international de recherche sur le cancer a tellement surpris le public parce que Monsanto avait vraiment fait un excellent travail pendant plus de 40 ans pour convaincre le monde que ce produit était plus sûr que le sel de table. Monsanto, furieux, a aussitôt envoyé une lettre cinglante à l'Organisation mondiale de la santé pour exiger la rectification immédiate de cette classification. Ils ont affirmé que le Centre international de recherche sur le cancer avait ignoré de nombreuses études et que les conclusions sur le glyphosate devaient être impartiales et fondées sur une science de qualité. Peu de temps après, 5 articles de synthèse sont parus, critiquant la classification du Centre international de recherche sur le cancer et remettant en cause leur décision. Pourquoi le Centre international de recherche sur le cancer serait-il en désaccord avec toutes les autres agences et ignorerait-il tant d'études ? C'est justement la question à laquelle l'avocat Brent Wisner voulait répondre. Wisner enquêtait sur Monsanto depuis un certain temps déjà. Le Roundup réduisait la population d'abeilles, alors il pensait en profiter. Un jour, une collègue de Wisner lui confia que son beau-cousin utilisait le Roundup sur sa ferme depuis toujours. Lui et son chien ont ensuite tous deux développé un lymphome non-hodgkinien, un cancer du système lymphatique. Il est décédé fin 2015. Il n'a arrêté de l'utiliser que lorsqu'il était trop faible. Il ne pensait pas qu'il y avait le moindre danger avec Roundup.
Vous voyez, l'article du Centre international de recherche sur le cancer qui est sorti, en disant que le glyphosate est probablement cancérogène, a en fait souligné que la preuve la plus forte concernait le lymphome non-hodgkinien. Les signalements d'utilisateurs de Roundup atteints de lymphome non-hodgkinien se multipliaient, ce qui paraissait plus qu'une coïncidence. Wisner croyait avoir une affaire, mais ne pouvait affronter seul le géant Monsanto. Il s'est donc allié à d'autres avocats et à un journaliste enquêtant sur Monsanto depuis des décennies. Donc, il y a beaucoup de choses à écrire. J'ai passé beaucoup de temps au siège de Monsanto. Il est clair que l'entreprise ne se soucie pas de ses clients. D'accord, très bien. Ensemble, ce groupe d'avocats a intenté un procès contre Monsanto. Et ils les ont obligés à rendre leurs documents. Monsanto a dû se conformer et ainsi les avocats ont eu accès à leurs courriels internes, mémos et études de sécurité. Dire une chose publiquement et dire quelque chose de complètement différent en interne, la duplicité, la tromperie, c'est vraiment, vous savez, à couper le souffle. En 1983, Monsanto a présenté à l'Agence de protection de l'environnement une étude de toxicologie sur le glyphosate pour son classement comme sûr. Mais les données montraient que les souris recevant des doses plus élevées de glyphosate développaient de rares tumeurs rénales. L'Agence de protection de l'environnement était évidemment préoccupée par cela, et elle voulait classer le glyphosate comme un cancérogène possible pour l'homme. Ils ont donc demandé à Monsanto de réaliser d'autres études. Monsanto s'y est opposé, disant simplement de leur faire confiance. Vous interprétez mal les données, etc. Monsanto n'a pas coopéré, et ils se sont opposés à l'Agence de protection de l'environnement jusqu'en 1989, lorsque l'Agence de protection de l'environnement a soudainement changé d'avis. Ils ont dit qu'une répétition de l'étude d'oncogénicité chez la souris ne sera pas nécessaire pour le moment. En 1991, l'Agence de protection de l'environnement a classé le glyphosate comme non cancérogène pour l'homme. L'inquiétude sur le cancer chez la souris n'a jamais été rendue publique, et cette classification a sans doute favorisé les ventes de Roundup jusqu'à la publication d'autres recherches indépendantes. L'un des articles de recherche les plus influents sur Roundup a été publié en 2000. C'était l'évaluation de la sécurité et des risques de l'herbicide Roundup et du glyphosate pour l'homme, dite Williams, Cruz et Munro du nom de ses auteurs. C'était l'article de référence sur la sécurité du glyphosate, concluant que l'herbicide Roundup ne présente aucun risque pour la santé humaine. Cet article a été cité plus de 1200 fois, ce qui est énorme. Il était alors vu par les régulateurs comme l'étude clé affirmant l'innocuité du glyphosate, ce document indépendant. Sauf que l'article n'était pas du tout indépendant. Le directeur du groupe de toxicologie de Monsanto, Williams Hydens, était cité dans l'article pour son soutien scientifique. En 2017, Wisner et ses collègues ont interrogé Hydens à ce sujet lors d'une déposition. Selon vous, vos contributions à l'article de Williams étaient-elles substantielles? Non, elles ne l'étaient pas. Comme dit, elles étaient éditoriales pour faciliter la lecture. Mais voici comment Hydens a évoqué sa participation à l'article en interne. J'ai gagné plusieurs cheveux gris en écrivant ça et j'étranglerai Cruz ou Williams s'ils réclament encore des réécritures. Plus tard, nous ferions l'écriture pour réduire les coûts, ils corrigeraient et signeraient simplement. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on a procédé avec Williams, Cruz et Munro. Ils ont célébré une fois cela accompli. Leur document interne mentionne que le glyphosate serait leur défense partout dans le monde. Les schémas de manipulation de Monsanto apparaissaient partout. Ils ont tenté de changer la classification du glyphosate sur le cancer auprès de diverses agences. Ils semblaient avoir conspiré avec des responsables corrompus de l'Agence de protection de l'environnement pour éliminer les recherches contraires. Ils ont clandestinement rédigé des études sur la sécurité. Mi-2017, Wisner a publié tous ses documents internes, appelés Monsanto Papers. Les gens étaient furieux. Des documents révèlent que des cadres de Monsanto collaboraient avec des responsables corrompus de l'Agence de protection de l'environnement. Ils ont tenté d'influencer les médias et les rapports scientifiques. Monsanto a apparemment été pris sur le fait. Une trace écrite datant des années 1980 existe. Les enjeux pour Monsanto sont très élevés. Les avocats ont vite été inondés d'appels de patients atteints de cancer ayant utilisé Roundup et reçu un diagnostic de lymphome non-hodgkinien. Ils souhaitaient être inclus dans le procès. À la fin de l'année, plus de 3000 victimes s'étaient jointes à l'affaire. Mais Monsanto a tout fait pour démanteler ces accusations de cancérogénicité. Tu te souviens des 5 articles indépendants qui ont critiqué la décision du Centre international de recherche sur le cancer de qualifier le glyphosate de cancérogène probable?
Eh bien, l'article principal de cette revue a été rédigé en sous-main par Monsanto. Donc, tu pouvais voir cet article être modifié et corrigé par des personnes qui travaillaient pour Monsanto. Et c'est frustrant de voir les revues, à chaque étape, refuser de rétracter. Cet article est encore en ligne aujourd'hui et Monsanto a tenté de discréditer tous ceux qui s'opposaient à leur point de vue avec leur stratégie « ne rien laisser passer ». Ne rien laisser passer, c'était vraiment au pied de la lettre. Quelqu'un publie en ligne que le Roundup cause le cancer, vous ne laissez pas passer. Vous avez alors une avalanche de personnes qui répondent à cela. Ils organisaient des sessions de formation complètes où ils faisaient venir des nutritionnistes, des universitaires et d'autres personnes pour les former sur ce qu'il fallait dire et comment le dire. Je ne crois pas que le glyphosate en Argentine provoque une augmentation des cancers. Vous pouvez en boire 1 litre entier et cela ne vous fera aucun mal. Tu veux en boire? On en a ici. Je serais ravi de le faire. Enfin, pas vraiment. Pas vraiment? Je sais que ça ne me ferait pas de mal. Si tu le dis, j'ai un peu de glyphosate. Non, je ne suis pas stupide. Mais ils sont vraiment devenus une armée que Monsanto pouvait déployer lorsqu'un article de presse sortait, par exemple. Est-ce qu'on va avoir des commentaires sous cette vidéo qui sont en fait écrits par Monsanto? Je ne serais pas surpris. Mais toute la confusion que Monsanto a essayé de créer autour du glyphosate n'a pas suffi. À l'été 2018, la vérité éclata et plus de 11 000 personnes poursuivirent Monsanto. Cela allait les détruire, mais malheureusement, Monsanto avait un plan d'évasion. Alors que leur premier procès débutait, ils signaient un accord d'acquisition avec le géant chimique allemand Bayer. Monsanto a encaissé, les dirigeants sont partis et Bayer a hérité du problème. Pourquoi Bayer a-t-elle acheté Monsanto? S'il est évident qu'ils ont des centaines de milliers de plaignants en attente d'un verdict, pourquoi une entreprise agirait-elle ainsi? Eh bien, je pense que c'est la grande question que les investisseurs se posent ou se sont posés. Pourquoi, bon sang, avez-vous fait cela? Mais pourquoi avez-vous fait cela? Je crois que c'était le Wall Street Journal qui avait titré « La pire acquisition de l'histoire » ou quelque chose comme ça. L'action de Bayer a chuté après l'acquisition et la situation s'est aggravée. Quelques mois plus tard, le premier procès contre Monsanto Bayer a eu lieu. Dwayne Lee Johnson, le plaignant, a développé un lymphome non-hodgkinien après avoir été accidentellement exposé au Roundup au travail. Le jury, s'appuyant sur les documents Monsanto, a donné raison à Johnson et lui a accordé 289 millions de dollars que Bayer a dû payer. D'ici 2025, Bayer a réglé plus de 100 000 poursuites pour cancer liées au Roundup de Monsanto, totalisant plus de 10 milliards de dollars en accords. Monsanto, désormais propriété de Bayer, nie toute faute. Et ils n'acceptent pas que le Roundup ait pu causer le cancer du plaignant. Après toute cette polémique, le Roundup est-il vraiment dangereux? Ma question a toujours été, si cela ne cause pas de cancer, si ce n'est pas dangereux et qu'il n'y a aucun risque réel pour la santé humaine, pourquoi, bon sang, Monsanto aurait-il besoin de dépenser des millions et des millions de dollars pour créer des études écrites par des auteurs fantômes et engager des agences de relations publiques pour rédiger en leur nom des articles en ligne? Pourquoi auriez-vous besoin de recourir à autant de tromperies si vous aviez vraiment un produit sûr, n'est-ce pas? Selon le Centre international de recherche sur le cancer, la principale préoccupation avec le glyphosate est sa génotoxicité. Des études indiquent qu'une forte exposition au glyphosate, fréquente chez les agriculteurs, pourrait endommager l'acide désoxyribonucléique cellulaire, un mécanisme typique des agents cancérigènes. D'autres études ont aussi souligné la voie du shikimate. Encore une fois, nous ne l'utilisons pas, mais les bactéries dans notre intestin, elles, l'utilisent. Ainsi, ingérer des traces de glyphosate via l'alimentation pourrait perturber le microbiome intestinal. Si vous pouvez perturber l'enzyme dans la microflore de votre intestin, l'enzyme 5-énolpyruvylshikimate et 3-phosphate la synthase, cela pourrait avoir toutes sortes d'effets. Le Centre international de recherche sur le cancer n'a jamais indiqué la dose à laquelle le glyphosate devient dangereux, seulement qu'il est probablement cancérogène. Pour contextualiser, d'autres éléments dans cette catégorie incluent la consommation de viande rouge, la friture à haute température et le travail de nuit. Ceux-ci sont inférieurs à la catégorie numéro 1 des cancérogènes certains, qui inclut l'alcool, le tabac et la lumière du soleil.
Pour comparer avec notre épisode sur les produits chimiques éternels, le acide perfluorooctanoïque est en catégorie 1, donc cancérogène certain, alors que le acide perfluorooctane sulfonique est en catégorie 2B inférieure au glyphosate et seulement cancérogène possible. D'après les données que j'ai vues, le glyphosate ne semble pas être un cancérogène particulièrement puissant, mais une exposition élevée au glyphosate est certainement associée à une augmentation modérée de votre risque de certains cancers. Les personnes avec une exposition plus élevée sont clairement plus à risque. Oui. Cependant, l'Agence de protection de l'environnement et d'autres organisations, dont l'Autorité européenne de sécurité des aliments, contestent le Centre international de recherche sur le cancer et considèrent que le glyphosate n'est probablement pas cancérigène. Mais les tribunaux aux États-Unis ont répété à l'Agence de protection de l'environnement qu'ils ne faisaient pas une analyse correcte. Ils ne font pas une évaluation correcte du glyphosate. Ils ne suivent pas leurs propres règles. Vous avez dit que près de 50% des articles sur la sécurité, la recherche et la toxicité du glyphosate étaient probablement financés par l'industrie. Vous savez, c'est juste une estimation à vue de nez. Honnêtement, cela pourrait être bien plus que 50%. Je ne pense certainement pas que ce soit en dessous de ce chiffre. Il y a toujours cette volonté de la part de ces entreprises de contrôler la science. Aujourd'hui, Bayer continue de nier que le glyphosate est cancérogène. Il dirait aussi qu'il ne voit rien de mal à cela. Ouais. À la sortie de mon livre, Bayer m'a contacté par email pour me féliciter, disant avoir appris beaucoup grâce à ma publication. C'était assez étrange. Se sent différent. Et Bayer a effectivement retiré le glyphosate de ses produits commerciaux. Donc ce flacon de Roundup ici ne contient même plus de glyphosate. Ceci s'explique en partie par le contre-coup du public et les procès, mais aussi parce que cela fonctionne moins bien qu'avant. Nous avons trop utilisé le glyphosate. Depuis les années 1970, plus de 60 espèces de mauvaises herbes ont développé une résistance au glyphosate, tout comme ce premier échantillon de salmonelle près de l'usine. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces pulvérisateurs Roundup, si ce n'est pas du glyphosate? Eh bien, on revient presque au point de départ. Donc c'est du 2,4D. N'est-ce pas fou? Eh bien, vous savez, beaucoup de gens passeront probablement leur vie sans être le moindrement affectés par le glyphosate, mais d'autres pourraient développer un cancer ou une autre maladie. Et c'est pourquoi il est vraiment important de protéger les personnes les plus sensibles. Je pense qu'une autre partie du problème ici, c'est la façon dont une entreprise aussi grande que Monsanto peut simplement infiltrer le milieu universitaire. Leurs vastes ressources leur permettent de faire pression sur les scientifiques et de manipuler les résultats. Ils créent tellement de confusion et ensuite ils échappent simplement à la sanction. Quand on ne crée pas de barrière entre les personnes réglementées et les régulateurs, vous avez créé une méfiance envers la science. La science est intrinsèquement politique et jamais séparée des réalités du monde. Elle est toujours socialement construite, mais nous pouvons faire beaucoup de choses pour mettre en place des règles et des réglementations afin d'assurer une meilleure indépendance et une certaine séparation entre tout cela. Je voudrais mentionner 2 livres, Les dossiers Monsanto de Carey Gillam et L'argent des semences de Bartow Elmore. Ils ont tous les deux été extrêmement précieux pour mes recherches sur ce sujet et je tiens aussi à remercier les personnes dans les commentaires de notre précédente vidéo sur les substances per- et polyfluoroalkylées qui ont suggéré que nous devrions parler de Monsanto. Merci d'avoir proposé cette idée et merci comme toujours de regarder nos vidéos.